Voilà, donc je pense que ça marche. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Voilà, donc comme promis, je vais parler aujourd'hui de la manière libérale de voir l'enseignement. Voilà, parce que je pense que c'est un bon sujet pour commencer. Voilà, pour comprendre tout ce que la liberté et le libéralisme peuvent apporter aux réformes qu'on peut faire en France. Et voilà, donc tout d'abord un constat. Un constat, c'est que 9%, quasiment 10% de la population adulte, donc de plus de 18 ans, est illettrée. Donc illettré, ça veut dire qu'on ne sait pas lire, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'on lit. Voilà, donc 10% des adultes. Le taux d'illettrisme dans les zones urbaines sensibles est quasiment le double, il est de 18%, donc quasiment une personne sur 5 qui ne comprend pas un texte simple. Concernant l'entrée en sixième, on a un taux d'illettrisme de 20%, autour de 20% pour l'entrée en sixième. Et vu que certains vont quitter ensuite l'enseignement, ce taux monte à près d'un tiers en troisième. Voilà, donc un tiers des élèves présents en troisième ne comprennent pas les textes qu'ils lisent. Voilà, donc ensuite il y a le classement PISA, le classement international, le classement fait par l'OCDE qui met la France au 25e rang mondial en termes de qualité d'éducation, alors que la France est entre la 5e et la 6e puissance mondiale. Voilà, donc le 25e, sachant qu'on est en baisse constante, à chaque classement on perd des places. Donc clairement, on se rend compte qu'il y a des améliorations à faire. Voilà, donc c'est ces améliorations dont je voudrais vous parler. Et donc clairement, la philosophie générale pour réformer l'éducation nationale, ça doit être la même philosophie. Ça doit être la même philosophie que alors, attendez, on me dit que on ne voit pas grand chose, donc je vais regarder ce qui se passe. Si, apparemment c'est bon. Alors, attendez. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne dans ceux qui regardent? Dans le chat, qu'est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne? Oui, apparemment ça fonctionne. En fait, il faut. Attendez, je vais mettre en haut de page parce que du coup, voilà. La vidéo n'était pas en haut de page. Ah, donc c'est mieux comme ça. C'est mieux en haut de page. Voilà. Voilà. Donc oui, je reviens donc sur la philosophie générale qui doit accompagner, qui doit être derrière les réformes de l'éducation nationale. Donc, attendez, on me met des messages là, donc je réponds. Voilà. Donc la philosophie, c'est la liberté. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir une école libre. Donc une école libre, ça veut dire que on libère le plus possible tout ce qui est possible dans l'éducation nationale. Donc liberté des programmes, liberté de choisir son école, liberté
des écoles pour choisir leurs enseignants, liberté, oui, donc des programmes, liberté des horaires. Voilà. Et donc on va voir tous les avantages immenses que la liberté a pour aboutir à des réformes efficaces de l'éducation nationale, enfin du coup qui serait plus nationale, qui serait simplement l'enseignement. Voilà. Donc tout d'abord, on va parler de la carte scolaire. Voilà, donc la carte scolaire, c'est un totem qui existe depuis quasiment toujours dans l'éducation en France. Et la carte scolaire, on nous dit que c'est le système idéal pour lutter contre les inégalités. Voilà, alors donc la philosophie derrière ça, l'explication qu'on nous donne, c'est qu'en fait, la carte scolaire consiste à aller dans l'école qui est la plus proche de son logement, et donc tout le monde va à l'école la plus proche de son logement. Voilà. Et donc, c'est censé éviter que les plus riches puissent choisir une école plus lointaine, parce qu'ils seraient mieux renseignés que les autres, ils auraient plus d'argent pour emmener leurs enfants plus loin. Et donc, la carte scolaire permettrait d'éviter ça, que les riches n'aillent pas dans une ville un peu plus loin, dans un quartier un peu plus loin, pour avoir une meilleure école, et que du coup, tous les gens les moins renseignés ou les moins riches se retrouveraient finalement dans la même école de quartier, et tous les riches partiraient. Voilà. Sauf qu'en fait, ce constat, cette analyse est totalement fausse, puisqu'en fait, finalement, la réalité, c'est qu'il y a des quartiers pauvres et des quartiers riches. Voilà, des villes pauvres et des villes riches, des banlieues riches et des banlieues pauvres. Et donc, finalement, la carte scolaire, ce que ça induit, c'est que finalement, les élèves riches se retrouvent avec des riches dans des écoles de quartiers riches, et les élèves pauvres se retrouvent avec d'autres élèves pauvres dans des quartiers pauvres. Voilà. Donc en fait, la soi-disant mixité et justice sociale qu'on voudrait atteindre, elle n'est pas du tout atteinte. Au contraire, c'est strictement l'inverse qui se produit. C'est qu'en fait, on empêche toute mixité sociale, et on a les pauvres ensemble, les riches ensemble, les moyennement riches ensemble. Voilà. Et pire que ça, c'est que la carte scolaire, en fait, comme tout le monde le sait, elle est contournée. Et donc, en fait, les gens les mieux renseignés, donc si un riche habite dans un quartier moyennement riche ou éventuellement pauvre, mais ce qui est assez rare, mais si un riche habite dans un quartier moyennement riche, s'il veut mettre son enfant dans un quartier riche, eh bien, il va user de tout un tas d'astuces, comme par exemple avoir des fausses boîtes aux lettres chez un ami, et pour finalement réussir à mettre son enfant dans l'école qui est réputée un peu plus loin que l'école dans laquelle il devrait mettre son enfant. Voilà. Donc en fait, on voit que le système est contourné. Voilà. Donc ça, c'est pas acceptable. Voilà. Donc la carte scolaire, c'est un système complètement injuste qui induit que des inégalités. Et donc, l'inverse de la carte scolaire, c'est quoi? C'est la liberté de choisir son école. Voilà. Donc la liberté de choisir son école, ça consiste à choisir, voilà, je veux une école où on fait tel programme, où il y a tels horaires, où il y a tel professeur, voilà. Donc chacun choisit son école, voilà. Et donc qu'est-ce qui fait finalement le choix d'une école dans un système libre? Eh bien, dans un système libre, eh bien, chacun verra midi à sa porte. Voilà, il y a des gens qui préfèrent, par exemple, le bachotage, qui préfèrent qu'on fasse des cours magistraux, des exercices, qu'on bachote au maximum, avec zéro créativité, et voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est un enseignement ultra traditionnel. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, qui pensent que c'est pas bon pour la créativité, qu'on abrutit les enfants, et donc ils préfèrent des systèmes type Montessori, ou d'autres méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves, où on va plus stimuler l'art, la musique, la créativité. Et donc, ces gens-là, ils doivent avoir le droit de choisir ce type d'école pour leurs enfants. Voilà. Donc, et c'est pas finalement au ministre de l'Éducation nationale de décider ce qui est bon pour vos enfants. Voilà, parce qu'en fait, chaque ministre de l'Éducation nationale a sa lubie. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire que du théâtre et de la musique. Il y a le ministre de l'Éducation nationale suivant, il pense qu'il faut faire que du français et que des maths. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut faire des sorties scolaires, des musées.
Voilà, donc en fait, toute cette idéologie que chaque ministre qui se suit et qui se ressemble plus ou moins ou qui se ressemble pas, bah, il faut arrêter avec les enfants sont pas les jouets des ministres. Voilà. Donc chaque parent d'élève doit avoir la liberté de mettre ses enfants dans l'école de son choix, à l'endroit où il les souhaite, avec les programmes qu'il souhaite, hein, avec les méthodes d'enseignement qu'il souhaite. De la même manière, les programmes, c'est pas censé être des relais idéologiques. Il y a des ministres qui vont vous dire, voilà, il faut enseigner plus telle période de l'histoire parce que je considère qu'elle est plus importante, ou celle-ci, il faut pas en parler parce que ce serait moins important. Il faut parler ou pas de Charles Martel, il faut parler ou pas de Jeanne d'Arc, il faut parler ou pas de l'islam, il faut parler ou pas de la religion catholique. Donc tout ça, c'est pas au ministre de décider de quoi on doit parler. Voilà. Et c'est pas à lui de diffuser de manière généralisée. Il y a 700 000 naissances par an, donc dans chaque tranche d'âge, il y a 750 000 personnes à peu près qui naissent chaque année. Donc on n'a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'un ministre décide qu'est-ce qu'on va enseigner aux 750 000 personnes qui sont en CE1, en CE2, etc. Voilà. Donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives, les programmes décidés d'en haut. Voilà. Donc il faut vraiment développer la liberté au maximum. Donc là, je parlais des programmes, mais aussi c'est de la même manière sur les horaires. Sur les horaires, il n'y a aucune raison que ce soit une ministre localisée à Paris qui décide des horaires de cours et des jours de cours partout en France. Voilà, les horaires dans la Creuse, ils n'ont aucune raison d'être les mêmes que les horaires à Paris ou à Marseille ou dans les dom-toms. Voilà, donc quand il y a des brillants chronobiologistes, tous les 5 ans ils changent d'avis, ils disent ah oui c'est bien de commencer à 8h, l'année d'après ils disent il faut commencer à 8h30, l'année d'après il faut commencer à 9h. Il y a des années il faudrait travailler le mercredi ou pas, l'année d'après il faut travailler que le mercredi matin, pas le mercredi après-midi. Après il faut travailler ou pas le samedi matin. Voilà, donc tout ça, ça doit être décidé au niveau local. On peut très bien imaginer que dans une même école, il y a 3 classes de CE1, que les professeurs et les élèves se mettent d'accord, il y a une réunion en début d'année, et il y aurait une classe de CE1 qui commence à 8h, l'autre classe de CE1 qui commence à 9h. Il y aura une classe de CE1 qui travaille le mercredi après-midi, une autre qui ne travaille pas le mercredi après-midi. Et donc, du coup, chaque parent peut trouver la classe qui lui convient le mieux, pardon. Et donc, et l'avantage de ça, finalement, c'est que la liberté des horaires, ça permet de maximiser la satisfaction des parents d'élèves, et en plus, ça évite d'imposer un système homogène et uniforme sur la France entière qui n'a aucun sens. Voilà. Voilà, donc liberté des horaires, liberté des programmes, donc évidemment liberté du choix par les écoles de choisir leur professeur, la liberté du choix de leurs professeurs par les écoles. Donc il n'y a aucune raison d'imposer un prof d'allemand ou un prof de maths à une école. Une école doit pouvoir dire oui, moi je pense que ce prof est bon, donc je vais le prendre. Il fait la méthode, il connaît bien la méthode Montessori, et donc moi c'est ce qu'il me faut pour mon école, donc je prends ce prof de maths. Voilà. Et puis ça évitera que on perde notre temps à apprendre pendant 3 ans l'allemand dans certaines écoles où finalement les profs sont très mauvais et au bout de 3 ans on sait toujours pas parler allemand. Donc je veux dire la performance, on a le droit d'être performant aussi dans l'éducation nationale, enfin du coup qui n'est plus nationale. Voilà, donc choix des parents, choix des professeurs par les écoles, et en plus de ça, liberté du salaire des professeurs qui serait entièrement choisi par les écoles. De la même manière que dans une entreprise, il y a différents moyens de choisir une rémunération, mais en tout cas la rémunération est fixée par l'entreprise, elle n'est pas fixée par le ministre de l'Industrie ou du redressement productif. Donc il faut que les écoles puissent choisir la rémunération de leurs professeurs. Voilà. Et comment on peut arriver à ça ? Eh bien, on arrive à ça, et à l'ensemble de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la liberté des programmes, etc.,
on arrive à la liberté finalement totale de l'enseignement grâce à un système qui s'appelle le chèque éducation, voilà, qui a été fait dans plusieurs pays, dont par exemple la Suède. Et donc le chèque éducation, ça consiste en quoi? Ça consiste finalement à distribuer l'argent, non pas en mode du haut vers le bas, où finalement c'est le ministre qui distribue les enveloppes aux académies, aux recteurs, etc. Et ensuite, eux distribuent, enfin, décident des salaires pour les professeurs. Le chèque éducation, ça consiste à donner ce montant à chaque citoyen qui a un enfant, et ce montant, qui est donné sous forme de chèque qui n'est utilisable que dans une école qui a été, enfin, qui est reconnue comme étant une école. Et donc, donc en l'occurrence, l'INSEE dit par exemple qu'un élève en CE1 coûte environ 5 000 euros par an. Hein. Un élève dans le supérieur coûte environ 12 000 euros par an. Et ben donc tout simplement, on donne 5 000 euros par an à toutes les personnes qui ont un enfant dans le primaire. Voilà. Et c'est 5 000 euros sous forme de chèque utilisable uniquement dans une école. Et bien ce chèque est donné à une école, elle l'encaisse, et ensuite, par exemple, une classe de 25 élèves permet de générer un chiffre d'affaires de 125 000 euros par an. Et donc, cette classe, elle a 125 000 euros pour fonctionner. Et donc, si elle a envie si la classe, il y aura la location des locaux. Donc, je sais pas, une classe dans province, ça va coûter un local de 40 mètres carrés, ça va coûter 1 000 euros par mois. Ou je sais pas, enfin, peu importe. Et donc, voilà, donc ça va coûter 12 000 euros par an de location. Voilà, donc, on gère son propre budget. Donc, les écoles gèrent leur budget, elles louent leurs locaux, elles payent leurs professeurs, et donc si une école avec les 125 000 euros de chiffre d'affaires générés en primaire grâce au chèque éducation de 5 000 euros, eh bien, avec ces 125 000 euros, elle peut facilement payer son professeur 60 000 euros, toutes charges comprises. Hein, donc voilà, donc en fait ça permet de rémunérer beaucoup mieux les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont vraiment très mal rémunérés. C'est pas normal qu'un enseignant en primaire commence à 1 300 euros par mois. C'est complètement anormal. Donc voilà, donc en fait, comme ça, on peut permettre, on rémunère beaucoup mieux les enseignants, et on peut aussi supprimer tout le système de management de l'éducation nationale, les rectorats, l'inspection académique. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de personnel qui finalement ne sert pas à grand chose. Les écoles privées du supérieur, elles n'ont pas un système d'inspection, etc. Bon, elles ont une inspection de temps en temps pour vérifier si elles sont ou pas reconnues par l'État, mais elles sont entièrement libres. Elles ont pas, voilà, elles payent elles-mêmes leurs professeurs. Elles décident des salaires de leurs professeurs. Voilà, il faut que ce soit ce système-là, il faut que ce système soit généralisé. Voilà. Et donc là, on aura une très forte augmentation de la rémunération des professeurs. Et donc du coup, une qualité aussi de recrutement qui va augmenter, parce qu'en fait aujourd'hui, plus personne ne va être enseignant. Et donc ça, c'est un gros problème. Il y a eu un article récemment là, qui disait que il y a certains enseignants qui savent limite pas écrire en primaire, qui font des fautes partout. On peut pas. Il faut arrêter ce système qui part à la dérive avec un niveau qui baisse sans cesse au niveau des enseignants. Donc la liberté de choix des enseignants et de rémunération qui est permise par le chèque éducation, il faut vraiment arriver à ce système rapidement. Voilà, alors attendez, je lis un peu les questions. Liberté, responsabilité, est-il prévu que chaque année les élèves aient une évaluation standardisée au niveau national pour vérifier? Oui, donc voilà, effectivement, après, on peut envisager des systèmes d'évaluation, de validation, de validation des écoles, enfin que les écoles soient reconnues par l'État, ou peut-être pas par l'État, mais par des associations qui se montreraient d'elles-mêmes d'ailleurs, qui iraient vérifier que le travail exécuté dans les écoles est bon. Mais surtout, ce qui va jouer, c'est le bouche à oreille. Hein. Il faut pas rêver. Quand les gens parlent beaucoup entre eux, quand ils veulent mettre leur enfant dans une école,
Et donc, euh, en discutant entre eux, enfin, tout de suite, ils savent telle école à telle adresse. Tout le monde est très content. Les enfants ont un niveau excellent. Voilà, le bouche-oreille fonctionne. Et après, le bouche-oreille fonctionne de partout, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il va y avoir des nouvelles méthodes d'enseignement qui vont émerger. Et ensuite, les écoles vont se combiner entre elles. Elles vont dire, bon, bah, nous aussi, maintenant, on fait telle méthode. Puisqu'en fait, cette méthode, tout le monde l'adore, tout le monde veut mettre son enfant dans des écoles qui appliquent cette méthode. Et donc, l'innovation, ça permet en fait une innovation dans l'enseignement qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste de l'idéologie décidée au niveau ministériel, avec chaque ministre qui a une marotte différente, et il faut vraiment se sortir de ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a mis comme question? Euh, donc bah voilà. Donc si les parents, que vous entendez au cabinet de psychologie vont dans ce sens-là, c'est très bien. Je suis content qu'ils soient de mon avis. Enfin, et puis pas seulement de mon avis. Enfin, je veux dire, tous les libéraux sont d'accord avec ce que je dis. En fait, je dis rien de vraiment extraordinaire, hein. C'est des choses qui sont connues. Mais voilà, je pense que c'est important de faire du lobbying pour la liberté dans l'école. Voilà, donc. Alors, est-ce que j'aurais oublié des choses? Donc, chaque éducation, donc 5 000 euros par an par enfant dans le primaire, 8 000 euros par an par enfant au collège, qui sont ni plus ni moins des dépenses qu'on constate déjà aujourd'hui, hein. Donc, sachant que ça permet, comme je disais, d'éliminer toutes les structures de management qui sont souvent pléthoriques dans l'éducation nationale. Comme ça, on limite vraiment les effectifs. Suppression de la carte scolaire, enfin ça c'est évident. Du coup, avec l'éducation, on libère de manière immédiate. Il n'y a plus de carte scolaire. Ça permet aussi de supprimer tout ce qui est IUFM, etc. Donc l'IUFM, c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres. Donc bon, moi ma mère est enseignante et ma sœur est enseignante, donc je connais un petit peu. Et l'IUFM, c'est pareil, c'est vraiment de l'idéologie qui est propagée, enfin voilà, enfin il n'y a pas d'innovation, ou c'est de l'innovation qui repose pareil sur rien de réel. Voilà, donc les écoles, elles sont parfaitement habilitées à former leurs élèves. Par exemple, leurs professeurs, pardon. Là, si une école Montessori cherche des professeurs, bah, si elle trouve pas le professeur qui va bien parce qu'elle est dans une zone peu habitée, en Haute-Loire ou je ne sais où, bah, elle peut former quelqu'un. Elle va le former pendant quelques mois, quelqu'un à la méthode Montessori. Voilà. Donc il n'y a aucune raison que la formation soit centralisée avec des systèmes de concours, etc. Voilà, il y a plein de gens qui savent enseigner et qui ont pu le démontrer de différentes manières, en faisant des cours particuliers, voilà, donc il n'y a aucune raison de centraliser le recrutement et la formation des maîtres. Voilà, donc bah, j'ai parlé de la suppression de la carte scolaire qui est tout à fait fondamentale. Et bon, dernier point, évidemment, toutes ces écoles doivent respecter les valeurs de la République. Il n'est pas question d'avoir des écoles qui prônent le djihad, l'antisémitisme, le racisme ou je ne sais quoi, ou qui font de la politique au lieu de faire de l'enseignement. Donc voilà, donc là il faut voir comment ce serait fait. Est-ce que ce serait fait par l'État qui contrôlerait? Est-ce que ce serait fait par des associations qui se montreraient spontanément pour vérifier que l'enseignement ne part pas à la dérive dans certains des établissements? Bon bah là je pense qu'on peut faire confiance aux systèmes qui se mettront en place. Je dirais que c'est presque du détail, hein, et qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper plus que nécessaire de ça, d'autant plus que de toute manière, les parents, à 99,9%, ce qu'ils veulent, c'est le bien de leurs enfants, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient la meilleure éducation possible, et en fait, les parents d'élèves qui veulent former leurs enfants au djihad, bon, il y en a peut-être quelques-uns, mais ça doit pas courir les rues quand même sur les 65 millions de Français. Voilà, et bon, j'ai l'exemple d'une amie qui est enseignante à Argenteuil, dans une école catholique, et elle me dit qu'en fait 95% de ses élèves sont musulmans. Voilà, donc en fait, quand des parents musulmans veulent le mieux pour leurs enfants,
eh bien, ils choisissent ce qu'ils considèrent comme étant le mieux, et en l'occurrence, une des meilleures écoles dans le quartier d'Argenteuil dont je parle, c'est cette école-là. Et donc, ils n'hésitent pas à mettre leurs enfants dans une école catholique. Je veux dire, voilà, il faut, les gens ne sont pas obtus, ils sont même complètement pragmatiques. Donc pas l'État pour les contrôles, je vois Cyril. Oui, donc je suis d'accord, il faut trouver une solution, mais là je pense que on peut vraiment trouver des solutions innovantes pour faire des contrôles. Voilà, ça, je me fais pas j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je pense qu'il y a tout un tas d'associations de gauche qui se feront un plaisir d'aller vérifier s'il n'y a pas de l'enseignement d'extrême droite dans certaines écoles et inversement. Voilà. Voilà, donc écoutez, moi je pense que c'est un petit peu fini là pour ce que j'avais à dire. Je lis juste les questions. Voilà, bon, je crois que voilà, donc écoutez, je crois qu'on va arrêter là. C'est pas la peine de prolonger indéfiniment. On parlera d'un autre sujet la prochaine fois. Je sais pas encore lequel, mais on verra. Et voilà, écoutez, si vous avez des propositions, des idées qui ne sont pas mentionnées dans mon programme sur laprimaire.org, n'hésitez pas à me les envoyer via Facebook par exemple. Et je les mettrai si elles me plaisent évidemment, mais je pense qu'elles me plairont. Et voilà, et puis surtout, si jamais vous êtes convaincu par mon programme sur laprimaire.org, n'hésitez pas à apporter votre soutien. Voilà, donc c'est pas pour moi, parce que bon, hélas, ou tant mieux, parce que je pense pas que ce soit forcément une sinécure. Je pense pas que je serai président de la République en 2017, mais en fait, je fais ça. Enfin, tout ce que je fais, en fait, je le fais pour diffuser les idées libérales, parce que je pense qu'on n'en entend pas parler. Et c'est vraiment dommage. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde se prenne en main pour diffuser les idées libérales, qui sont vraiment la solution pour les problèmes qu'on rencontre en France aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de mon programme autour de vous, qui n'est pas vraiment mon programme en fait, qui est tout simplement un programme libéral. Hein, donc voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais et voilà, et ce serait bien qu'on atteigne les 500 soutiens sur laprimaire.org d'ici mi-juillet, d'ici 14 juillet, qui est la date limite. Pour le moment, on est à 100 soutiens, un peu moins de 100 soutiens. Parce qu'en fait, si on passe les 500 soutiens, on arrivera dans la deuxième phase de laprimaire.org et du coup, on donnera de la visibilité à nos idées. Et donc, c'est bien ce qui est important si on veut que les choses changent et si on veut pas s'enfoncer un peu toujours plus dans l'étatisme, dans le dirigisme, dans le constructivisme, où il y a des gens en permanence qui viennent nous expliquer ce qu'on doit penser, comment on doit faire. Voilà, il faut vraiment réintroduire de la liberté, ce que les gens veulent aujourd'hui, et ce qu'ils ont toujours voulu d'ailleurs, et ce qu'ils veulent dans tous les pays. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la liberté. Voilà. Toutes les révolutions, voilà, toutes les guerres civiles qu'il y a pu y avoir, ça a toujours été pour gagner la liberté. Voilà. Bon, enfin, sauf ceux qui ont voulu, au contraire, instaurer le communisme ou le socialisme. Mais bon, après, ça s'est fini par une reconquête de la liberté à chaque fois. Donc la liberté, c'est bien l'élément le plus important pour tous. C'est ce qui permet l'innovation, voilà, à chacun d'être heureux, de vivre avec sa famille, éventuellement de s'enrichir ou pas, voilà, chacun fait comme il veut. Et donc, voilà, il faut vraiment promouvoir les idées libérales que personne ne connaît. Et voilà, c'est comme ça qu'on en sortira par le haut. Voilà, bon, écoutez, 29 minutes, voilà, c'est très bien, donc ça fait une demi-heure, donc on va arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Voilà. Allez, au revoir, bonne soirée.